Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis 2 ans, j'anime ce podcast, ce qui m'a amenée à devenir conférencière, mais aussi à créer la boîte à outils du client, qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de templates, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Vanina Poirier. Vanina est la directrice relations clients de O2. Bienvenue Vanina. Bonjour Marine, merci de ton invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur O2 et sur toi ? Avec plaisir. Donc O2, c'est le leader des services à la personne. Chez O2, nous avons 500 agences, 300 franchises. Nous avons un parc client de 90 000 clients, 90 000 familles et surtout 15 000 salariés. Et c'est vraiment un élément différenciant chez nous puisque nos intervenantes, et nous y tenons, sont nos salariés. Et puis un chiffre d'affaires qui est de 266 millions en 2022 et on connaît une belle croissance. Je tiens à préciser que depuis l'année dernière, O2 est la marque préférée des Français. On en est très très fiers. Et puis en 2021, nous avons eu la double certification 100% France et nous l'avons renouvelée l'année dernière. Et ça met aussi en exergue le fait que la relation client chez O2 est ancrée dans les territoires, notamment pour nos familles, nos seniors, nos enfants. C'est un point de différenciation très important pour nos clients. C'est ce joli palmarès que vous avez et ces palmes, finalement, elles sont le résultat du travail, de la transformation que tu as menée avec les équipes au sein du groupe. Tout à fait. C'est vrai qu'en 2021, nous avons eu la palme de la deuxième lauréat directeur client de l'année à la FRC et en 2022, la palme de l'expérience collaborateur. Et comme tu le dis si bien, effectivement, c'est un peu la conséquence de la transformation qu'on a initiée depuis 2018, puisque je suis arrivée chez O2 en 2018 pour une belle transformation de la relation client. Et c'est ce qu'on t'avait annoncé, du coup, sur ta fiche de poste quand tu es arrivée. On t'a recruté pour mener la transformation ou pas forcément ? Comment ça s'est passé, ton arrivée dans l'entreprise ? Ça s'est pas forcément passé comme cela. Je suis arrivée pour mettre en place la stratégie de la relation client en totale cohérence avec celle de l'entreprise. J'ai intégré le service client, alors je vais te raconter la petite histoire, un 18 août 2018, en pleine rentrée. Ce qu'on appelle chez nous la rentrée, c'est la période en fait durant laquelle on recrute nos futurs clients. Je suis arrivée, on m'a juste dit, écoute Vanina, là c'est une période phare, donc acquisition, il faut prendre de la visite. Et lorsque je suis arrivée, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est là que je vais devoir faire de l'acquisition. Et en fait, si tu veux, la transformation, elle a commencé à ce moment-là. Lorsque je suis rentrée, j'ai intégré le service client. Déjà, physiquement, on était dans un univers sombre, c'était à l'ancienne, avec des personnes qui grouillaient de partout. Et surtout, j'ai vu un indicateur, un taux de décroche de 60%. Et là, je me suis dit, que se passe-t-il ? Donc, le taux de décroché, effectivement, pour nos auditeurs, c'est sur l'ensemble des appels, quel est le pourcentage d'appels qui sont pris en charge ? Et donc là, c'est 60%. Je me souvenais, j'ai fait le parallèle avec ce que j'avais entendu en entretien, c'est l'enchantement client. Je me disais, accessibilité du service et enchantement client, il y a quand même un gap super important. Donc, avant de parler d'enchantement client, garantissons tous ensemble l'accessibilité de service. Et donc, en fait, ça a été le moment où je me suis dit, il y a toute une transformation à mener. C'est là que l'aventure débute, avec quelques obstacles, parce que effectivement, lorsqu'on est à 60% de taux de décroché, ça veut dire qu'on n'est pas forcément focus client. Que s'est-il passé ? C'était de se dire comment finalement on va tous ensemble penser client. Et une des premières questions que j'ai posées, c'est où je peux trouver la politique client, où se trouve le parcours client, quels sont les objectifs, comment c'est structuré. Et en fait, je n'avais aucune réponse. Donc, je me suis retrouvée très rapidement face à une feuille blanche et il fallait écrire cette histoire. Ok, mais l'entreprise, elle était déjà énorme en termes de taille à ce moment-là. L'entreprise était énorme. Il faut savoir qu'on a quand même une très très belle histoire, l'histoire de Guillaume Richard et
est très belle parce que finalement, il a créé l'entreprise il y a plus de 25 ans maintenant. Il a débuté dans une toute petite agence et puis en fait, la croissance a été fulgurante. C'est une croissance à 2 chiffres. On était vraiment sur de l'acquisition, acquisition, acquisition et tu connais bien ce modèle-là, hein, c'est souvent le cas. Moi, j'étais chez Free à l'époque, donc j'ai connu aussi cette dynamique et quand on est constamment sur de l'acquisition, on oublie de se poser, on oublie forcément de penser client et on est dans, je fais rentrer, des clients chez nous. À un moment, il fallait bien se poser et se dire: donc, que faisons-nous pour nos clients? Qu'est-ce qui nous guide? Quel est le cap? Vers quoi tend-on? Et c'est comme ça que l'histoire a débuté. Lorsque j'ai fait mon rapport d'étonnement, en quelque sorte, je me suis aperçue que non seulement il n'y avait pas d'accessibilité au service, on n'était pas structuré pour prendre en charge la demande du client. Bon, bien évidemment, tout ce qui était connaissance client, rien n'était structuré. Les émotions du client, j'ai envie de dire, on avait la chance d'avoir des collaborateurs qui étaient hyper engagés, qui aimaient nos clients, comment dirais-je, oui, qui étaient une application sans faille. Et finalement, chacun y allait de sa perception de ce qu'était l'accueil du client, la prise en charge, comment on devait traiter les demandes. Et on avait 10 000 façons de faire. On n'en avait pas une, on n'avait certainement pas celle de O2. Et malgré tout, j'ai envie de dire que tout le monde faisait le job. Et c'est Ils s'en sont bien sortis par rapport aux moyens qu'ils avaient et aux outils qu'ils avaient surtout. exactement. Et puis, alors nous sommes situés au Mans. Et finalement, j'ai été retrouvée avec un service client avec des profils complètement différents. Et c'est vrai, comme on peut l'avoir dans souvent des services clients, des personnes qui venaient de tous horizons, qui étaient là pour certains depuis plus de 10 ans, 15 ans, qui n'avaient pas eu d'autre expérience. Une grosse surprise aussi, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de notre société, c'est qu'on avait également des personnes, des intervenantes qui s'étaient reconverties dans notre service client. Et là, je me suis dit, on a des collaborateurs hyper engagés et il y a quelque chose à faire non seulement pour nos clients, mais aussi pour nos collaborateurs. Et alors, quand tu fais ton rapport d'étonnement, donc effectivement, tu dis que l'accessibilité, elle n'est pas à niveau parce qu'elle est à hauteur de 60%. Tu parles de la connaissance client, de la gestion des émotions. Finalement, qu'est-ce que tu vas regarder sous le capot? Comment tu estimes et comment tu fais ton diagnostic pour dire, bon, bah voilà, la connaissance client, elle n'est pas au top. Qu'est-ce que tu es allé regarder pour tirer cette conclusion-là? Bah, écoute, c'est très simple. J'ai juste demandé à voir les process et je me suis rendu compte que, alors j'avais à peu près, une centaine de collaborateurs. Chacun me donnait son classeur, un classeur de 300 pages. Tu avais le classeur, je t'explique, le classeur de l'année 2000, de 2002, de 2005. En fait, je t'assure Marine, en fait, il y avait aucune digitalisation. Tous les process étaient imprimés et on remettait à chaque collaborateur un classeur lorsqu'il arrivait. Les D'accord. classeurs n'étaient jamais mis à jour et personne ne s'y retrouvait. Donc déjà, autant te dire que chacun avait sa connaissance, le traitement n'était pas homogène, mais c'était une des premières choses que l'on devait faire si on voulait bien prendre en charge la demande des clients, mais il fallait déjà nous organiser en amont. Donc très rapidement, l'accessibilité au service, qu'a-t-on fait? J'ai regardé, il n'y avait pas de prévision, il n'y avait pas de planification et pour cause, on avait des plannings fixes. Finalement, il n'y avait aucune adéquation entre le comportement client et puis notre planification. Bah Et oui, là, parce ça a qu'en plus, été tu étais dans la phase d'acquisition. Enfin, la planification, hein, c'est se dire, bah, effectivement, quand tu as le même nombre de collaborateurs toute l'année sur les mêmes plages horaires, alors que tu as une certaine saisonnalité, bah, en fait, ça n'a pas de sens. Et limite, tu vas avoir du surstaffing et du sous-staffing à certains moments de l'année. c'est tout à fait ça. Écoute, pour illustrer ce que tu dis, c'est simple. Lorsque j'arrivais au boulot, le lundi, bon, effectivement, tout le monde était là. Le mercredi après-midi, il y avait personne. Le vendredi après-midi, il y avait personne. Et le mardi, il y avait tout le monde. Mais en fait, on n'avait pas d'activité. Donc, quand tu constates ça, tu te dis que derrière, il y a quand même un point social à prendre en considération. Ça veut dire que finalement, on a des plannings fixes. On n'essaye pas de s'adapter à la demande du client, mais en fait, on a plutôt essayé de préserver le confort du collaborateur, ce qui est bien en soi. Mais finalement, ce sont des horaires qui existaient depuis plus de 10 ans. Il se trouve qu'en 10 ans, le quotidien de tous les consommateurs a changé, notamment avec la venue du smartphone. Ce que j'expliquais aux équipes, à l'époque, on appelait entre 7h et 9h, on appelait entre midi et 14h, on appelait à partir de 18h parce que on n'avait pas cette capacité à se contacter les uns les autres à tout moment. Et là où j'ai commencé à convaincre, et justement c'est cette période de rentrée qui m'a aidée, c'est que finalement, je me dis mais on en est où du taux de conversion? C'est combien d'appels on convertit en visite?
et je me rends compte qu'on a un taux de conversion qui est extrêmement faible. C'est hyper important que tu le précises parce qu'on parle beaucoup en relation client, voilà, des KPI liés à la satisfaction client. On a parlé du taux de décroché, etc. Mais bien évidemment qu'on n'est pas du tout décorrélé du business et bien au contraire. Et que bien évidemment que les autres indicateurs que tu vas chercher, Vanina, quand tu fais ton rapport d'étonnement, quand tu fais ta prise de poste, ce sont les indicateurs business. Mais bien sûr, on est en pleine rentrée. J'arrive le premier jour, j'ai notre directeur général qui revenait et qui me dit: «Bah, alors Vanina, on en est où?» J'étais là depuis 3 jours. Il me dit: «Comment ça se fait qu'on ait ce taux de conversion?» En fait, c'était lunaire et il y avait une injonction, mais je comprends tout à fait, c'est la période phare, c'est: «Il faut me changer ça». C'était vraiment top parce que finalement, j'avais la solution. Je lui ai dit: «Mais en fait, si tu veux, pour pouvoir convertir, il faut capter à chaud et capter à chaud, ça veut dire décrocher un appel dès lors que le prospect nous contacte. Donc l'indicateur, ça sera plus 60 mais ça va être 95. On a un peu parlementé, mais bien évidemment, ça a été il y a eu un déclic à ce moment-là, c'est si on veut convertir, il faut capter à chaud et en l'espace de 15 jours, je suis passée d'un service client mutualisé à un service client spécialisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je suis arrivée, au service client, chaque conseiller avait plusieurs casquettes. J'avais la casquette du commercial parce que j'avais un prospect qui m'appelait. Je raccrochais, j'avais un client insatisfait qui me contactait, donc je devais faire preuve d'empathie après avoir été hyper commercial. Je raccroche, j'ai une intervenante qui me rappelle parce que voilà, elle a un problème avec le client. Bref, tout le monde était en souffrance, que ce soit le conseiller, parce que celui qui est commercial, il se retrouve à devoir faire preuve d'empathie, donc lui, c'est pas du tout son truc. Le client qui appelle, finalement, se retrouve face à un commercial. L'intervenante se retrouve pas avec un bon interlocuteur. Et en fait, c'était la débandade totale. Donc, en l'espace de 15 jours, on a segmenté un pôle service client, un pôle commercial. On a fait avec les moyens du bord, on a fait appel à volontariat, ceux qui se sentaient l'âme du commercial on rejoint l'équipe et à partir de là, très très rapidement, on a réussi à avoir les 95% de taux de décroche sur le pôle commercial. On n'était pas encore sur la partie FIDE, hein, donc on continuait voilà, il fallait y aller petit à petit. Et on a vu très rapidement, effectivement, que les taux de conversion commençaient à s'améliorer. Ah bon, parce que quand on décroche au téléphone, du coup, ça nous permet de plus convertir. Moi, je pensais qu'on me faisait des virements de façon spontanée sur mon compte. Tu sais que j'avais pas besoin de Non. répondre aux mails, aux messages LinkedIn et tout. C'est incroyable, ça. Ah non, mais c'était un truc de fou. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. Donc c'était le quick win, mais le problème de fond, si on est toujours sur la step accessibilité du service, c'est qu'on avait des plannings fixes. Donc à un moment donné, ça matche pas. Ça n'est pas possible. Quand à 18h, tu plus personne, alors qu'on ferme à 20h30, quand à 7h, tu n'as personne, ça devient très compliqué. Et là, on a dû aborder des sujets un peu plus touchy. C'était celui de la planification et passer d'un planning fixe à un planning variable. Mais tu avais quand même des statistiques sur le nombre d'appels que tu manquais entre 18h et 20h30. Tu avais cette vision-là, du coup, de ce qu'il te manquait et de la demande qui était adressée pendant les phases d'absence? Absolument pas. Ah Pourquoi? oui, Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, nous n'avions j'avais pas pas de tout. prévision et pas de prévision et pas de planification. Et comme on avait des plannings fixes, c'était extrêmement compliqué. J'avais en revanche, la structure était la suivante, il y avait les conseillers, les managers, une personne qui faisait des plannings. Et quand je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, ben, je note les absences. Ben, écoute, on va apprendre à faire des prévisions. On a mis en place un processus de prévision. On a regardé, comparé les prévisions, le réel. Quand on a commencé à le faire, autant te dire on avait un delta de 300% entre les prévisions et le réel. Donc on est parti de très 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 loin, Marine. Et l'objectif était d'être à plus ou moins 10% pour pouvoir piloter l'activité. Et donc ça nous a pris à peu près 6 mois pour avoir ces résultats-là. J'ai juste envie, je ferais bien un petit clin d'œil à Danielle qui se reconnaîtra parce que Danielle, c'est notre planificatrice, a passé des moments très compliqués parce que l'injonction était là, il fallait y arriver et elle se sentait complètement dépassée. Ça fait 5 ans maintenant qu'elle est avec nous et on a des prévisions de fou. Elle est au top. Elle a passé 6 mois de galère, mais en tout cas, c'est le moteur de notre service client. Donc, petit clin d'œil à Daniel. Génial, bravo Daniel. On a pu mettre en place les prévisions et on a commencé à regarder un peu le dimensionnement. Et là, on s'est rendu compte que bien évidemment, notre planification n'était pas au rendez-vous. Et là, il y a un point social.
à envisager. Donc ma méthode, parce que ça me correspond bien et que je pense que j'aime beaucoup les gens, j'aime l'humain, je me suis dit: «On n'a y a rien d'autre à faire que de faire de la co-construction» et c'était les premières étapes. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rencontré l'intégralité des équipes. J'ai passé des heures, vraiment des heures à faire des ateliers. L'idée, c'était de commencer à leur parler du client, à leur expliquer aussi comment fonctionne un service client. Quel est notre objectif? Quelle est notre raison d'être? Quand on a commencé à en parler, on s'est dit: «Ben, finalement, comment on pourrait s'y prendre? Quel est l'objectif visé? Comment on pourrait faire finalement pour être présent et ouvrir la porte de notre service client?» Et tout naturellement, alors bien évidemment, hein, c'était plutôt des ateliers, des échanges, hyper riches et on est arrivé à un moment donné où chaque groupe a dit: «Ben, en fait, il faut changer nos horaires». Alors dans la discussion, tout se passe bien, ben oui, il faut changer nos horaires, ben très bien, donc moi je notais, on va changer et quand on fait le récap et qu'on se dit: «Bon, plan d'action, on change les horaires, on met en place des horaires un planning variable et on arrête les plannings fixes», c'était un peu plus compliqué. Eh oui, parce que les gens ne voulaient pas forcément, du coup. Et voilà. Donc, c'est vrai que la démarche était plutôt sympa parce que les collaborateurs ont été intégrés. C'était les premières graines, en fait, si tu veux, de la culture client. Mais in fine, on se rend compte que ça va nous changer énormément notre quotidien, ça va changer notre vie. On a réussi à le faire. On a trouvé des compromis. Là encore, on était sur des compromis. On a mis en place des règles de planification avec quelques contraintes pour nous en termes d'organisation. Il n'en reste pas moins que c'était un compromis qui vit toujours, qui nous a permis en tout cas de rendre le service accessible, beaucoup plus accessible. Aujourd'hui, pour te donner un exemple de façon très, très concrète, au pôle commercial, on est bien à 95%. Au pôle service client, on est sur du 85%, ce qui est plutôt bien, d'autant plus qu'il faut savoir que nous sommes le service client à la fois de nos clients et de nos intervenantes. Ouais, c'est ce que j'ai bien entendu tout à l'heure. Donc, tu as la double entrée, finalement, pour les mêmes Exactement. humains, et c'est le même numéro. Non, c'est pas forcément le même numéro de téléphone. Alors, c'est pas le même numéro de téléphone, effectivement, mais en tout cas, tout arrive chez nous. Parce que D'accord. petit aparté, c'est que le service client chez nous est quand même au cœur du fonctionnement de l'entreprise. En fait, on l'a pensé comme étant dans le prolongement de l'agence. Donc, la porte d'entrée, c'est vrai pour le client, si on parle de local, et c'est un point très important chez nous, c'est effectivement l'agence. Mais nous sommes en capacité de prendre le relais de l'agence dès lors que le client, dès lors que l'agence n'est pas en capacité comment dirais-je, d'accueillir le client. Donc, en fait, on est un peu le lien entre l'ensemble des parties prenantes, donc on est dans une position quand même assez stratégique. Et donc voilà pour la partie accessibilité du service. Bon, bah, c'était très bien, mais on n'avait toujours pas de quoi prendre en charge le client, on n'était toujours pas structuré. Et c'est vrai, on nous dit: «Ben oui, Vanina, là, on va être dans une période où il va falloir fidéliser les clients. Qu'est-ce que tu fais pour?» Heu, ça là, on attend des choses, concernant le service client. Donc la 2e étape a été plutôt de se dire, avant de prendre en charge la à prendre en charge, pardon, la demande du client, ben, comment fait-on pour structurer derrière? Parce que finalement, comme je te disais, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de qualité, on avait un ratio d'encadrement de 1 pour 25, 1 pour 30, donc tu imagines, c'était vraiment Ouais. l'usine. Et finalement, j'ai fait le choix à ce moment-là de me dire: «On a des ressources, on a des personnes qui connaissent l'entreprise depuis longtemps, des personnes qui connaissent bien le mode de fonctionnement, qui connaissent l'historique et c'est avec eux, en fait, que je prends le pari de construire un service client professionnel». Et donc, on a commencé par la formation. On a commencé à écrire les process véritablement. On a fait une fois de plus co-construction, des petits groupes de travail où tout le monde, a commencé à rédiger les process et là, on s'est rendu compte, ça nous a pris 1 an et demi, je t'assure, 1 an et demi, pour pouvoir réconcilier tout le monde. Parce que qu'est-ce que j'avais constaté? C'est que les process du service client avaient été élaborés par le service client tout seul. Et il faut qu'il soit élaboré avec qui, du coup? C'est quoi ta reco? Qui est-ce qu'on doit mettre autour de la table? Bah, ce sont les en fait, on devrait parler du process de l'entreprise. Donc autour de la table, il devrait y avoir le réseau, le marketing, le service client et en fait, un process, c'est le process du parcours client et comme on n'était pas du tout dans cette dynamique-là,
le service client, à l'époque, faisait ses propres process et lorsqu'il y avait un irritant, on changeait le process, mais bon, évidemment, comme c'était dans des classeurs, tiens, CQFD, on revient à ce que je te disais tout à l'heure, chacun avait son process complètement différent. Donc, on a travaillé sur ce sujet-là. J'ai recruté à ce moment-là, en interne, une formatrice, de sorte à ce qu'elle puisse piloter le projet. Ça nous a pris bien pris 1 an et demi parce que j'ai souhaité finalement que tous ces process soient validés par le réseau, par le marketing, en tout cas par toutes les parties prenantes. Aujourd'hui, on en a 166. Elles sont bien suivies, bien validées, elles sont mises à jour, donc c'est une très belle réussite. On n'y croyait pas. Et à la suite de cela, on a mis en place toute une ingénierie de formation. Pourquoi je l'ai fait? Parce que finalement chez O2, notre service client, on rentrait chez O2, on avait une formation initiale et 10 ans plus tard, on n'avait que la formation initiale, on n'avait rien du tout. Ouais, et là forcément, warning déjà. Warning, donc accessibilité au service, formation des collaborateurs, j'ai envie de dire évaluation, mais en tout cas, c'est pas forcément évaluation, mais s'assurer que le service est rendu correctement. Il n'y avait pas d'évaluateur qualité, il n'y avait pas de fameuses grilles d'évaluation. Donc tout ça, on a dû les mettre en place. Alors j'avais pas trop envie, moi, à l'époque, de me dire, on va mettre en place ces outils, référentiels, grilles d'évaluation. Je me suis dit, finalement, quelle est la politique client chez O2? C'est quoi? Quel est l'engagement que nous allons prendre, que la marque prend vis-à-vis de ses clients? Et on a travaillé sur cette politique client. Et c'est ça qui nous donne le cap aujourd'hui, c'est de se dire, parce qu'on a pris des engagements vis-à-vis de nos clients, on va voir comment on va faire en sorte qu'on puisse les décliner de façon très opérationnelle, que ce soit au service client, que ce soit dans les agences, que ce soit à la compta, etc., etc. C'est comment chacun d'entre nous, chaque acteur chez O2 fait en sorte de décliner de façon très opérationnelle cette politique client. Donc cette politique client aujourd'hui, elle repose sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est je reconnais et considère mon client. Le deuxième pilier, c'est je lui apporte de l'attention. Le troisième, c'est je donne confiance. Et le quatrième, c'est je libère le client des contraintes. Donc ça, ce sont les engagements que l'on prend vis-à-vis de nos clients. Et finalement, c'était très facile d'aller au service client en disant: «Eh les gars, ça y est maintenant, voilà ce qu'on doit faire sur nos engagements, donc allez-y, chacun se met au boulot». Enfin, ça n'avait pas de sens, donc on a travaillé sur ce qu'on appelle les signatures de service. Et là, on a passé un moment merveilleux parce que finalement, on a élaboré ces signatures de service avec l'ensemble des conseillers. Et c'est là qu'on va commencer à parler du parcours client, des émotions, des personas, enfin tout ce qui fait que finalement, on commençait à rentrer dans une culture client. Alors comment on s'y est pris? Alors ça, c'était un moment super sympa. En fait, on avait élaboré le parcours client, on l'avait mis sur les murs et puis, tous nos personas, on les avait identifiés et avec les conseillers, on s'était dit: finalement, monsieur», on avait pris, comme persona monsieur Henri, le monsieur de 85 ans qui attend une intervenante tous les mercredis, Meghan et Harry qui sont nos VIP, qui ont des exigences plus, etc. Et on avait demandé à nos conseillers, finalement, quand ils vous appellent, ces personas, que vous demandent-ils? Et sur la base de situations très, très concrètes, ils ont réussi à nous dire, quand Meghan et Harry nous appellent, voilà leurs émotions, voilà ce qu'ils attendent de nous, voilà quels sont leurs irritants, voilà à quelle étape du parcours on se trouve. Au final, pour qu'ils nous disent, mais voilà comment on devrait traiter leurs demandes, en tenant compte de leurs attentes, de leurs irritants, comment dirais-je, de leur émotion du moment, la peur, la joie, la tristesse, etc., etc. C'est intéressant parce que, excuse-moi Vanina, je te coupe, désolée. C'est intéressant parce que tu as eu une approche de ton persona par rapport au fait d'appeler le service client. Tu sais, on peut avoir une approche du persona, mais sur ses attentes vis-à-vis de O2, les prestations, l'accompagnement. Toi, du coup, tu l'as vraiment pris à un moment clé, le moment où le persona appelle le service client, c'est ça? Exactement. Parce que ce que je voulais, c'est que cette politique client soit déclinée de façon très opérationnelle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les opérationnels, c'est pas moi, c'est pas le marketing, ce sont les conseillers. Donc, l'idée était de se dire comment les conseillers
qui sont face aux clients, qui entendent au quotidien leurs demandes, qui, entre guillemets, subissent les irritants et c'est surtout prennent de plein fouet leurs émotions, ben, comment ont-ils, eux, envie, finalement, de décliner cette politique client avec leurs mots, avec leur posture, avec en améliorant les process, etc., etc., etc. J'avais vraiment envie que ce soit eux qui fassent vivre cette politique client. Et puis, c'était aussi beaucoup plus facile parce que pour le décliner sur l'intégralité de l'entreprise, on a la chance d'avoir un service client qui est centralisé. Donc, faire l'exercice en centrale pour en faire un exemple, parce que finalement, c'était un pilote, dire voilà en fait quelle est la méthode, comment on s'y prend, de sorte à pouvoir la décliner par la suite sur le réseau. C'était beaucoup plus aisé de passer de suivre cette méthode-là. Ok. Et donc, pour chaque pilier, on a eu des signatures de service. Et qu'a-t-on fait finalement? Sur la base de tout ce travail, on a mis en place le guide des attentes clients. Et tu vois, c'est vrai, en réalité, le guide des attentes clients, ça pourrait être un référentiel, comme on peut connaître par ailleurs, mais c'était important pour nous de parler de clients au quotidien. J'avais pas envie que l'on soit sur des normes, j'avais envie qu'au quotidien, on pense client, on parle client et on verbalise client. Et donc, sur le guide des attentes clients, on a recensé effectivement ce que tout le monde connaît, hein, l'accueil, etc., etc. Mais ce guide des attentes clients nous permet aussi comment dirais-je, d'évaluer l'expérience du client puisque ces items-là se rapportent aux 4 piliers de notre politique client. Donc, c'est-à-dire que tous les mois, on est capable de se dire où nous en sommes sur je connais et considère mon client, je porte de l'attention, je donne confiance et je libère le client des contraintes. Donc tous les mois, on pilote véritablement les 4 briques de notre politique client et ça nous permet de mettre en place les actions correctives. Eh ben dis donc là t'es à ta troisième étape finalement, la culture client? Exactement. C'est Alors, ça. exactement, puisqu'on était sur comment dirais-je, on était sur l'accessibilité, on était sur, moi, ce que j'appelais l'accompagnement client, c'est-à-dire la professionnalisation de l'équipe formation, la mise en place du référentiel, etc. Et là, on est vraiment sur comment prendre en charge la demande du client. Très bien. Eh ben, écoute, très intéressant. Est-ce que tu as une 4e étape à partager? Est-ce que déjà tu as tiré des enseignements en termes de niveau de satisfaction client des étapes par lesquelles vous êtes passé? Alors l'accessibilité, je te l'ai dit, oui, puisque on a notre taux de décroché. L'accompagnement client, ben, c'est simple puisque aujourd'hui on a le guide des attentes clients, on a donc des grilles d'évaluation, mais aussi bien sur le pôle commercial, sur le pôle service client, parce qu'entre-temps on a créé aussi un back-office, etc. Donc pour chaque activité, on est en capacité aujourd'hui de piloter notre politique client. Alors ça, c'est un point important. On a pu aussi mettre en place nos 160 procédures. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement bien suivi. Et puis surtout, c'est que à cette étape-là comment dirais-je, de la transformation, on a commencé à parler de personnalisation de la relation client. Alors, personnalisation de la relation client. Alors, bien évidemment, il y avait les signatures de services, mais on a créé tout ce qui était back-office, rétention, satisfaction. L'objectif, c'était quoi? C'était de commencer à traiter les demandes de bout en bout. Parce que jusqu'à présent... Tiens, tourne-toi vers le micro, Vanina, excuse-moi. Jusqu'à présent? Ouais, jusqu'à présent, finalement, on ne traitait pas le client de bout en bout. On traitait un appel. Oui. Et finalement, on n'avait pas forcément cette capacité à comment dirais-je, à apporter une réponse d'un coup d'un seul. Mais c'est vrai que notre activité ne le permet pas non plus véritablement, puisque je te donne un exemple, un client peut nous contacter en disant l'intervenante n'est pas arrivée, donc très bien, écoutez monsieur le client, je regarde ce qu'il en est, je vous rappelle, l'intervenante ne vient pas, donc il faut trouver un remplacement. Donc tu vois le fameux FCR, le First Call Resolution qu'on peut connaître par ailleurs,
il n'est pas tout à fait adapté chez nous. Mais c'est très important de choisir, c'est pas choisir des indicateurs qui nous conviennent et dans lesquels on peut se complaire, mais d'avoir des indicateurs qui correspondent à notre activité et à notre cycle de vie client. Exactement. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que c'est vrai que finalement, c'est un indicateur qui est un peu plus compliqué. En tout cas, on peut l'avoir sur certains motifs de contact, oui, mais on ne peut pas l'avoir sur l'intégralité de nos motifs de contact. En revanche, ce qui m'a paru intéressant, c'est de dire la personnalisation, ça serait justement de pouvoir de traiter de bout en bout et de rester en contact avec ce client de sorte à ce que justement il puisse ressentir cette satisfaction. Donc on a créé un niveau 2 que j'ai appelé le back-office, et certains motifs de contact comme le sinistre, le remplacement, la facturation, tout ce qui est un peu touchy, un peu les moments de vérité aussi finalement, hein, parce que la facturation, clairement, si c'est mal géré, ben c'est un motif de résiliation. Le sinistre également, la qualité de la prestation quand les remplacements correspondent pas aux attentes des clients, mais là aussi c'est un vrai moment de vérité chez nous. Et donc on a créé ce service, ce back office, qui nous permet finalement de rentrer dans cette dynamique de personnalisation, et c'était notre 4e étape. Très bien. Et est-ce que vous suivez certains indicateurs? Du coup, tu as dit, par exemple, ne pas suivre le FCR normal, ça je comprends. Mais est-ce que vous suivez d'autres indicateurs? On a mis en place Assisat parce que on a pu aussi changer d'outil. Je vais en profiter pour en parler parce que je suis arrivée chez O2, on avait un outil qui était complètement dépassé. On avait un téléphone finalement, un système de téléphonie qui ne permettait pas de piloter l'activité puisque les appels arrivaient sur tous les postes et décrochaient qui voulait. Waouh, gros sujet ça quand même. C'est dans beaucoup d'entreprises. Oui, non, oui, mais je sais. Oui. C'est pour ça que je te dis que c'était des années 70. Mais attention, quand je dis ça, c'est que jusqu'à présent, ça faisait le job. Le propos n'est pas de dire c'était bien ou pas bien, c'était juste plus d'actualité. Donc c'était un des sujets aussi que l'on a géré, je ne trouve plus les termes. Finalement, donc on a mis en place une plateforme omnicanal qui aujourd'hui est super parce que finalement on a le mail, on a le chat, on a le SMS, on a la voix bien évidemment. Et on a pu aussi intégrer, pour en revenir à ta question, on a pu intégrer l'Assisat, donc les enquêtes post-contact. Et on a des super résultats parce qu'aujourd'hui, on est à 4,5 sur 5 en ce qui concerne le service client. C'est cet indicateur-là qui nous a permis de nous améliorer. Alors, petite anecdote, et qui est plutôt très sympa, c'est que lorsqu'on a mis la CISAT, c'est vrai que les conseillers nous ont dit « Oh là là, mais là, on va être noté, ça va être compliqué, on va encore se faire avoir. » Et en fait, aujourd'hui, ils attendent au quotidien d'avoir les résultats parce qu'en fait, on a une newsletter que l'on sort et tous les jours, on met les verbatims positifs avec en face le nom de chaque conseiller. Et tous les jours, ils se disent « Ah tiens, Madame Michu que j'ai eue hier, elle m'a dit que j'étais très professionnelle, très sérieuse. » Et donc, en fait, cette CISAT, elle est devenue indispensable pour nos conseillers. Donc, c'est vraiment une belle reconnaissance et une belle valorisation de leur travail. Et en parallèle, c'est ce qui nous permet aussi de mettre en place des actions correctives. Et ton système de téléphonie, tu as réussi à changer? Du coup, maintenant, quand ça sonne, ça tombe chez qui? Ça tombe sur un conseiller. Et qui est disponible? Alors, qui est disponible, effectivement. Il est disponible, sinon la possibilité de se mettre en post-contact, ou bien il a différents statuts. Donc ces statuts-là, nous pouvons les piloter. Ça nous permet aussi de quantifier nos périodes de formation, parce qu'il faut savoir aussi une chose, je te l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas de formation. Et avec la structure que j'ai mise en place, j'ai pris le pari aussi d'augmenter en quelque sorte ma masse salariale, de sorte à permettre aux équipes d'avoir de la formation, d'avoir des rituels managériaux, voilà, pour avoir des ateliers, des réunions, etc. C'est-à-dire leur apporter aussi du confort et la montée en compétences. Et donc, c'est aussi cet outil-là, cette solution, qui nous permet de nous garantir de piloter en fait toutes les actions que nous menons. Très bien. Et alors, quelles sont tes prochaines étapes, Vanina? Les prochaines étapes, c'est notre projet Parcours que l'on a initié l'année dernière. Alors, Parcours, est-ce que tu sais ce que c'est que Parcours?
Alors attends, tu me l'as déjà dit, c'est l'acronyme de quelque chose, c'est pas forcément parcours client. Alors, c'est parcours avec un K Ah, c'est ça. et c'est le terme français de Yamakasi que tu connais peut-être? Ouais. Le Yamakasi, donc le Yamakasi, c'est une discipline sportive qui consiste à franchir les obstacles d'un parcours en gardant l'équilibre. Mmh. Donc, en gros, pourquoi équilibre? Parce que équilibre des attentions. Pourquoi parcours? Parce que parcours client, parcours collaborateur et donc obstacle d'un parcours. Donc ça, c'était vraiment notre dernier projet qui est en cours parce qu'en fait, c'est un dispositif que l'on teste depuis, à peu près, 7-8 mois et en fait, l'objectif, c'était effectivement de se dire: «Aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont au plus proche des clients et ce sont eux finalement qui vont pouvoir nous aider à améliorer, à répondre aux attentes des clients, à répondre à leurs irritants et surtout à mettre en place un dispositif d'amélioration continue. Et si on veut ramener au business, d'anti-churn, hein, en gros. Oui, bah, Et oui, oui. bah oui, clairement, parce que c'est vrai qu'on a mis en place une cellule de rétention entre temps, mais la rétention c'est bien, mais l'anti-churn c'est quand même mieux. Alors Et attends, oui, alors comment tu différencies la rétention de l'anti-churn? C'est en fait le moment, la rétention versus ça y est, oui, il résilie. Tu as la résiliation, donc ça y est, la décision est prise. L'anti-churn, c'est en fait, c'est de la prévention. c'est de la prévention, effectivement. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour cela? On s'est dit, l'idée quelle était telle, c'était finalement de se dire, il faut aussi, on a fait une belle transformation, on a revu l'organisation, on a revu les outils, on a vu la méthode, mais que faisons-nous pour les collaborateurs? Parce que eux aussi, il faut en prendre soin. Donc, on a mis en place une politique collaborateur, mais vraiment en miroir à la politique client. Et on l'a fait de concert avec notre DRH. Et notre politique client collaborateur aujourd'hui, on a 4 piliers. Valoriser la contribution à l'entreprise, donc tu vois, ça fait le corollaire Mmh. avec, je reconnais et considère le client. On a gardé je donne de l'attention, je donne confiance, pardon, j'apporte de l'attention et je facilite la vie en parallèle à je libère le client des contraintes. Et à partir de là, on va également mettre en place un parcours collaborateur et Mmh. pour cela, un parcours collaborateur du service client. Alors pour cela, il nous est paru nécessaire en fait d'interviewer les équipes pour pouvoir mettre en place un parcours collaborateur spécifique au service client. On a interrogé à peu près un tiers des conseillers et on a décortiqué avec eux leur parcours. Donc on leur a posé des questions: qui sont-ils, pourquoi ils ont candidaté, l'intégration, la formation qui nous continue, le management, etc. Mais on a également interviewé le RH, le recrutement, la QVT, en fait toutes les parties prenantes du parcours collaborateur. En les écoutant, on a pu confronter des différents points de vue, on a illustré les différents cas, différents cas qu'ils nous ont partagés et ça nous a permis de modéliser un parcours collaborateur en 17 étapes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une politique client, un parcours client, une politique collaborateur, un parcours collaborateur et l'objectif c'est quoi? C'est de suivre pas à pas finalement, tout comme on le fait avec le client, suivre pas à pas le parcours du collaborateur de sorte à mettre en place un dispositif d'amélioration continue. Ce dispositif, on l'a appelé parcours. L'idée, c'est de dire donner la main aujourd'hui aux collaborateurs de faire des remontées et de faire donc des propositions sur tout ce qui est attente et irritant, que ce soit sur le parcours client, que sur le parcours collaborateur. Donc autant te dire on pourrait se dire qu'on se tire une balle dans le pied, mais en même temps, ça fait partie du confort qu'on peut apporter pour que eux-mêmes puissent bien prendre soin de nos clients. Et ce dispositif-là, si tu veux, aujourd'hui, on leur met à disposition un formulaire qu'on a intégré à notre base de connaissances. Notre base de connaissances, entre parenthèses, c'est celle que nous avons mis en place, celle qui remplace nos fameux classeurs. Une super solution dont on a fait l'acquisition. Au travers de ce formulaire, il note quelle est l'attente, quel est l'irritant, ce qu'il propose et par la suite, on a une chargée d'amélioration continue, donc on a créé un nouveau poste, une chargée d'amélioration continue, en fait, qui a pour mission de coter chaque idée et qui va nous permettre finalement de hiérarchiser les actions que nous allons mettre en place. On a débuté ce projet il y a 4-5 mois.
On l'a débuté par un challenge et en fait, c'était hyper étonnant, Marine, parce que finalement, à la fin des 2 premières semaines, on a eu 170 propositions de la part de nos collaborateurs au service client. Et en fait, ils n'y croyaient pas, parce qu'ils nous disaient: «Ouais, mais Vanina, tu sais, nous, ça fait des années, on remonte des choses, on nous écoute jamais, c'est encore vous voulez nous faire croire que» et cetera et cetera. Je dis: «Mais oui, mais en fait, un mail, c'est pas un dispositif. Aller voir le superviseur, c'est pas un dispositif. En parler entre nous en réunion d'équipe, c'est pas un dispositif. En revanche, on vous met à disposition un dispositif qui va nous permettre de tracer véritablement toutes vos propositions, de les coter et en fait, comment on les déploie? Tout simplement parce qu'on a mis en place un copil, on va dire un copil qualité en interne au service client donc j'en fais partie, il y a des collaborateurs et cetera et on regarde, tiens, est-ce que finalement ça correspond aux critères, qui sont celles du dispositif, à savoir est-ce que c'est bien en lien avec les parcours clients, parcours collaborateurs? Quel est l'effort nécessaire? Quel est le caractère innovant et est-ce qu'il y a bien un impact sur la satisfaction? Si effectivement, on est bien dans ces critères-là, à ce moment-là, on déploie. Alors ce qui est intéressant, c'est que la main n'est pas uniquement chez nous, au service client. Ça veut dire qu'on va voir le marketing, on va voir la DSI, on va voir la communication, on va voir toutes les parties prenantes en disant, mais finalement, voilà ce que disent les clients, voilà ce que nous ont remonté les collaborateurs du service client, voilà ce qu'ils proposent. Et en fait, on a déjà pas mal d'actions qui ont été déployées. Certaines sont très très simples, mais en fait, on n'y avait pas pensé, tout simplement. C'est hyper valorisant pour eux. Il y a des sujets, de nombreux sujets qui ont été pris en charge. Nombreux sont ceux qui ont été finalisés, d'autres qui sont en cours. Et ça, c'est une vraie réussite. L'objectif, c'est quand même que ce soit décliné dans l'entreprise au final, parce que c'est vrai que les intervenantes, à un moment donné, elles pourraient tout à fait être amenées à être force de proposition. Dans les agences également, parce que toutes les personnes qui sont face aux clients, on entend les remontées, on entend les attentes des clients. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'il faut savoir les prendre en considération. Et il faut savoir aussi rebondir sur ce qu'on entend des clients pour pouvoir, améliorer notre service. Exactement. Et les collaborateurs sont une grande source de connaissances de qui sont nos clients, quelles sont nos problématiques et arrêter de lancer des enquêtes clients à gogo alors que du coup vous avez aussi et dans un premier temps, j'ai envie de dire les collaborateurs à interroger. Mais ils ont toute l'information. Nous sommes ouverts au service client du lundi au dimanche, du dimanche au lundi. Donc on a différentes situations que l'on rencontre parce que le samedi et le dimanche sont des situations très particulières parce que finalement, on a des situations, comment dirais-je? Sur des prestations dédiées aux seniors, donc assez sensibles et c'est là, ce sont des moments les plus importants que seuls les collaborateurs du service client et les intervenantes peuvent palper. Et on a eu énormément de retours. Alors évidemment, également sur le parcours collaborateur du service client, mais tant mieux, parce que finalement, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Eh ben écoute Vanina, c'est un sacré travail que tu as mené toi, avec aussi les équipes évidemment. C'est assez impressionnant et j'espère que vous êtes fiers de vous. Est-ce que tu aurais par exemple quelque chose que tu aurais fait, enfin que vous auriez fait dans ce processus de transformation, qu'avec le recul maintenant tu te dis que tu aurais peut-être dû faire autrement? Si demain je devais être dans cette situation, je pense que je prendrais un peu plus de temps en termes d'écoute. En revanche, ce que je garderai toujours, parce que c'est un vrai moment de bonheur, mais la co-construction de toute manière n'a pas de prix. Alors c'est vrai qu'on en parle beaucoup, tout le monde parle de co-construction, mais moi c'est mon mode de fonctionnement. C'est vrai que c'est beaucoup plus facile, en tout cas, d'embarquer les équipes lorsque finalement il y a un consensus et tous ensemble on décide de ce que sera notre service, de ce que l'on veut apporter aux clients, plutôt que ce soit descendant. Déjà, c'est moins agréable pour chacun d'entre nous. Puis, aussi un moyen de passer un bon moment, d'être dans la réflexion, de s'enrichir. Puis ça fait vraiment partie de mon mode de fonctionnement et c'est surtout ce qui nous apporte du plaisir à tous. Très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Vanina pour ton partage. Quelle est ta meilleure expérience client, Vanina? Alors moi, je dirais que c'est une expérience patient parce que j'en parlais il y a pas longtemps avec une copine. Alors malheureusement, j'ai été amenée ces dernières années à aller souvent à l'hôpital. Je reste encore très étonnée, mais
par l'expérience que je vis à chaque fois que je vais à l'hôpital. C'est vrai que tu me parlais d'expérience client, mais moi, c'est plutôt l'expérience patient, donc j'ai Mais envie de c'est un parler. secteur qu'on n'a pas encore eu et pour autant, je sais qu'ils font beaucoup de travail là-dessus. Écoute, j'ai toujours été chouchoutée, mais je vois très bien les infirmières, le travail qu'elles ont. Elles courent tout le temps, tout le temps, tout le temps et il y a toujours un mot super gentil, il y a toujours cette attention, toujours l'impression d'être chouchoutée. Alors c'est vrai quand je les remercie, elles me disent toujours: «Oui, mais ça dépend des patients». On a aussi, quand on a des patients sympas, on a envie d'être sympa. Mmh. Je l'entends aussi, mais il y a pas une fois, en tout cas en 4-5 ans où j'ai eu l'occasion d'y aller malheureusement, à aucun moment je me suis dit: «Ah bah celle-ci elle est pas très sympa». Elles sont juste adorables et franchement j'avais envie de le dire parce que c'est vrai qu'en plus en ce moment on sait très bien les tensions qu'il peut y avoir dans les hôpitaux et moi j'ai toujours eu de super expériences en tout cas. Et à l'inverse, du coup, quelle est ta pire expérience client? Alors la pire, je sais pas, mais en tout cas très récemment j'ai eu une expérience client, bof, bof, bof. Alors j'allais dans un magasin de bricolage dont je tairai le nom. Et en fait, l'équipe était sympathique, souriante, mais alors peut-être parce que de par mon métier, ben, je regardais un peu, tout ce qui pouvait me choquer. Il y avait le chewing-gum, je t'assure, c'était horrible. En fait, je le dis, mais parce qu'il y avait le chewing-gum, il y avait la tasse de café. On parlait avec les collègues, moi j'étais à la caisse, j'ai dû y rester 20 minutes parce que le process n'était pas connu, mais ça c'est pas bien grave, on peut débuter. On se racontait des vannes graveleuses, devant nous et ben, je me suis dit: «Mince, il y a du boulot à faire». Mais en revanche, il le faisait avec le sourire, très sympa. Il faisait pas tellement attention à nous, mais il avait quand même le sourire en disant: «Ouais, ouais, je vous inquiétez pas, on s'en charge». Mais derrière, mais en fait, pour moi, c'était catastrophique. Non, mais c'est vrai que ça reste quand même aujourd'hui, ça reste quand même une expérience client pour moi heu parce qu'en fait, tu as aucune considération Oui. et le pire, c'est que je pense que ces personnes-là ne se rendaient même pas compte de l'impact que ça pouvait avoir sur le client. Mmh. Mais en fait, c'est qu'ils t'ont pas maltraité, c'est juste qu'ils t'ont pas traité, tu vois? Tout court. Mais mais c'est Mmh. ça et en fait, bon, c'est vrai, j'étais pas pressée, mais en fait, je passais une demi-heure, enfin 20 minutes, une demi-heure, ça avait pas de sens, en fait, cette situation-là. Très bien. Et pour finir, Vanina, qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur ce podcast? Écoute, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'ai croisé, Cécile Bianconi, qui est la directrice de la relation client de l'expérience client chez Elior Ah oui. et en fait, je l'ai entendue parce qu'elle pitchait, dans une conférence. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle et en fait, j'ai eu des paillettes dans les yeux donc si tu pouvais l'inviter, ça serait top parce que je crois qu'elle avait une très belle chose à raconter. Ça marche. Oui, ben, je regardais, là, je l'ai sur LinkedIn, mais je vais lui envoyer un petit message. Top. Très bien. Eh ben, écoute, Vanina, merci beaucoup pour ton temps, pour tes partages et félicitations pour le travail accompli. Félicitations à toi et à tes équipes. Merci encore pour ce moment. C'est moi qui te remercie Marine, merci pour tout et je te dis à très vite. Et voilà les amis, merci d'avoir écouté l'épisode. Si il vous a plu et que vous avez quelques secondes, je vous propose de partager ce que vous avez retenu de l'épisode sur vos réseaux sociaux, mais vous avez aussi la possibilité de nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Le fait de mettre ces 5 étoiles et un commentaire, ça va booster l'algorithme. Et pour finir, je vous rappelle que si la boîte à outils du client existe, c'est parce que c'est le produit dérivé du podcast et c'est ce qui nous sert à financer la création du podcast, puisque vous l'avez probablement vu, le podcast n'est plus sponsorisé. Donc c'est la source de financement principale et c'est aussi bien évidemment un formidable outil à utiliser au quotidien. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.